quand ça va moins bien avant les urgences et que ça va moins bien après les urgences, c'est les urgences qui en pâtissent énormément. Donc les conditions de travail, en fait, elles se dégradent à vitesse grand V. Je suis arrivée à un point d'épuisement professionnel et j'ai été en arrêt pendant 3 mois. Et suite à ça, je suis partie de mon service. Mon départ a été assez compliqué aussi. En fait, ils sont tellement en manque qu'ils ne voulaient pas que je parte. Partir. Du coup, on se retrouve encore dans ce truc de... En fait, c'est très culpabilisant. On nous fait comprendre qu'en fait, c'est de notre ressort, tout ça, que c'est de notre faute si les choses sont dans cet état-là. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast pour la chaîne Fakir TV, les comptes de Fakir TV sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter habituellement vos podcasts. Je suis Damien Maudet, député, mais aujourd'hui je suis là en tant qu'animateur et je reçois avec moi Emma Benel et Caroline Brémaud, bonjour. Bonjour. Qui sont toutes les deux infirmières et médecins urgentistes et on va parler aujourd'hui de la crise des urgences qui traverse l'hôpital public, mais même parfois aussi l'hôpital privé. Et l'idée c'est de comprendre à quel point les soignants vivent cette crise, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Emma Benel, on peut se dire tu, parce qu'on se connaissait avant et on va pas raconter n'importe quoi aux gens. T'es infirmière, on s'est rencontrés en 2022 devant les urgences de l'hôpital Saint-Louis, où tu travaillais à l'époque, tu étais infirmière urgentiste. On avait fait une commission d'enquête populaire sur l'hôpital et tu me décrivais à l'époque tes conditions de travail et tes mots m'avaient bien marqué, puisque tu disais déjà à l'époque que tu étais une des plus jeunes arrivées, enfin tu avais 25 ans et tu étais déjà une des plus anciennes dans le service, mais on va y revenir. Et aujourd'hui, du coup, tu travailles en tant qu'infirmière intérimaire, plutôt dans les services d'urgence aussi. Ouais, exactement. De Paris. De Paris, oui, tout à fait. Très bien. Caroline Brémaud, toi, tu es médecin hospitalière. Il y a un superbe article d'ailleurs dans Fakir sur toi. Donc, ancienne chef du service des urgences de Laval, tu t'es fait connaître suite à la crise du Covid-19, puisque toi, dès octobre 2020, tu avais commencé à alerter, tu faisais des petites vidéos aux urgences pour alerter sur la situation de l'hôpital public, sur le fait que toi, dans tes urgences, il y avait de moins en moins de monde. Tu es une des premières aussi qui a alerté sur les fermetures d'urgence, sur lesquelles on va revenir, puisqu'à l'époque, on te disait que ça n'existait pas, ça n'existerait pas. Et finalement, aujourd'hui, je crois qu'on était à presque un service sur deux l'été dernier qui a fermé ou partiellement fermé. Donc, tu as été démise de tes fonctions de chef des urgences car tu t'exprimais un peu trop publiquement aux yeux de ton administration. Et tu es également médecin pompier bénévole. Aux yeux de l'administration, mais surtout aux yeux du ministère. Oui, in fine, c'est en bout de... On va parler En bout de course, c'est le ministère. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation et d'accepter à chaque fois nos invitations. Peut-être une première question pour toutes les deux, pour vous découvrir un peu plus. Comment vous vous êtes retrouvées à travailler dans la santé, à l'hôpital et à votre poste? Je vous laisse peut-être l'une après l'autre expliquer. Moi, initialement, je voulais surtout pas être médecin, je voulais être vétérinaire. Et puis, j'ai loupé le concours, je suis arrivée première recalée. Et en fait, un jour, j'étais en stage chez un vétérinaire, parce que je passais la moitié de mes vacances chez un véto pour apprendre des choses. Depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré un enfant qui m'a fait avoir un déclic. Et c'était un petit garçon qui arrivait et avec ses parents. Et je me suis mise accroupie, il s'est jeté dans mes bras pour me faire un câlin. Et j'ai senti qu'il y avait un malaise autour de moi. J'ai pas trop compris ce qui se passait. La maman, avec les larmes aux yeux, me regarde et me dit « Il est autiste, normalement, il touche personne ». Et là, je me suis dit « Ouais, c'est ça que je veux faire ». En fait, je me suis dit « Je veux faire médecine et je veux faire pédopsychiatre ». Et puis après, j'ai découvert le monde merveilleux de la recherche en CHU. Ça m'a écœurée. Et je me suis dit « Bah non, je veux pas travailler dans un univers comme ça, de requins ». Donc, j'ai préféré faire de la médecine générale pour être toute seule en cabinet. Et puis, pendant mon internat de médecine générale, j'ai dû faire, comme tous les internes de médecine générale, un stage aux urgences. Et ça a été la révélation. Et toi, ça t'a donné envie? Oui. Ok. Ça m'a donné envie, j'ai toujours envie. Et tu l'as fait où ton stage? À Laval. Parce que j'ai fait tous mes stages d'internat à Laval. J'ai l'hôpital qui fait partie de ma vie. L'hôpital de Laval fait vraiment énormément partie de ma vie. J'aime beaucoup cet endroit. Et t'as commencé en quelle année? 2010, novembre 2010. Donc ça fait 14 ans que Ça fait 14 ans que je suis à l'hôpital de Laval et que je suis dans les murs et que je m'y plais malgré tout contre vents et marées. Et toi, Emma, du coup, comment t'as eu envie de devenir infirmière? Comment ça s'est passé un peu ton cursus? Ça n'a pas été une évidence pour moi, infirmière, pour le coup. Enfin, il y a des fois où vraiment les gens sont motivés à faire ça et c'est une évidence. Mais pour le coup, moi, j'ai fait un bac S. Donc, la suite logique était de faire la première année de médecine.
Et ça avait du sens pour moi, pour le coup, parce que je savais déjà que j'avais envie de travailler auprès des gens. Et donc, j'ai pas très bien vécu, pour le coup, la première année de médecine, comme beaucoup. Parce que À cause de la sélection, du concours, de la concurrence. c'est assez difficile. Hein. De toute façon, les études de médecine sont assez rudes, de Mmh. manière générale. Et donc, après la première année que je n'ai pas passée, j'ai été un peu perdue en me disant, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que du coup, j'avais pas envisagé que ça ne marcherait pas. Donc, j'ai fait une fac de biologie à distance, où j'étais localisée à Marseille, mais donc Marseille-Paris, c'était pas tout à fait à côté. Donc, je suis restée à Paris en faisant mes études à distance. Et comme j'avais envie d'occuper un peu mon temps aussi par d'autres choses, du coup, j'ai fait un service civique Ok. qui m'a permis de travailler du coup à l'hôpital, T'as fait un service civique à l'AP-HP, du coup? à la PHP. Ils prennent des services civiques à l'AP-HP? Ok. Et tu fais Bah, quoi je quand sais t'es en pas si service ça se civique fait à encore comme l'AP-HP? ça se faisait à l'époque. Je pense que ça a un peu changé. Parce Ouais. qu'on avait quand même pas mal de liberté au final quand j'ai fait ce service civique-là. Et du coup, j'étais aux urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Et là, moi aussi, ça a été une révélation. En fait, je me suis dit, mais ça y est, j'ai compris. En fait, c'est pas médecin que je veux faire. Moi, je veux faire infirmière. Et donc, j'ai un très bon souvenir des soignants que j'ai rencontrés à cette époque-là, qui m'ont du coup vraiment donné envie de faire ce métier-là. Même si leurs conditions de travail étaient difficiles, je le voyais déjà. Après, je le voyais sous un autre prisme, parce que j'étais pas soignante encore à l'époque. Mais ça m'a vraiment donné envie. Et je suis tombée amoureuse des urgences aussi à ce moment-là. Et donc, quand j'ai commencé ma formation d'infirmière, du coup, l'année suivante, j'ai voulu retourner aux urgences et ça a été mon premier poste aussi, D'accord. de manière évidente. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans les urgences et dans votre métier? C'est une bonne question. C'est l'intensité de la relation humaine. C'est-à-dire que tu vois des gens qui arrivent avec Il y a une il y a détresse. une détresse qui est physique ou morale, mais en tout cas, les gens, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux dans tous les sens étymologiques du mot soin, qui sont en français, on a toujours le même mot, mais en anglais, on les a un peu plus développés. Et donc, on prend soin de leur corps, de leur âme, on prend soin de leur vie dans la globalité. Et c'est sur un temps qui est court, donc c'est forcément extrêmement fort. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après, c'est fini. C'est-à-dire que on revoit pas les gens. J'aime bien ne pas revoir les gens. C'est bizarre à dire, mais c'est ma façon, moi, de me protéger parce que j'aime trop les gens. Et si je devais les revoir comme quand on est médecin généraliste, je crois que j'arriverais plus à avoir de vie perso, en fait. Alors que là, la particularité du métier fait qu'à un moment donné, ça s'arrête et on les revoit pas. Et ça me permet de me protéger et ça me permet aussi, du coup, comme je peux me protéger facilement, de me donner à 100% pour chaque patient. Et toi, Emma, du coup? Bah, en vrai, je te rejoins complètement. Je pense que j'ai à peu près le même vécu sur les urgences. Après, je trouve qu'il y a un autre intérêt pour moi par rapport à mon métier, du coup, puisque je trouve qu'en tant qu'infirmière, on a quand même une marge de manœuvre qui est intéressante aussi, où on n'est pas que exécutante comme on peut l'être dans d'autres services, où les choses sont un peu plus formatées. Et du coup, c'est vrai qu'aux urgences, je trouve que la cohésion d'équipe aussi est très différente. Et on ressent plus ce côté où chacun a sa place et où on est vraiment en train de travailler ensemble. Et oui, du coup, pour avoir du coup fait pas mal d'urgences différentes et d'autres services également, je trouve que cette cohésion d'équipe-là, elle est quand même très présente aux urgences. Et je trouve que ça, c'est assez satisfaisant aussi. Ça fait sens aussi énormément. Et oui, la relation aux patients est assez particulière aussi. Et je trouve que humainement, c'est intéressant. Moi, quand je t'ai rencontré, tu étais un peu en grève, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu une désillusion en arrivant à l'hôpital? Il y a eu un changement entre ce que tu avais vu avant les études et ce que... Oui, il y a clairement un changement parce que je pense qu'on arrive avec notre vision de l'hôpital. Avant de commencer à travailler à l'hôpital, on a quand même une certaine vision qui est du coup quand même extérieure. Et on rentre vraiment dans le vif du sujet quand on commence à y travailler tous les jours, à être dans le quotidien. Et c'est là que les problématiques ressortent un petit peu plus. Et puis, on est dans le quotidien, donc les choses sont plus tout à fait les mêmes. Et en termes de responsabilité aussi, bien évidemment, les choses ne sont pas les mêmes que quand on est extérieur, puis quand on est étudiant, où du coup on est en formation, où la responsabilité des patients n'est pas la nôtre encore, même si on a une responsabilité bien évidemment toujours, mais on n'est pas dans ce truc absolu de si jamais il se passe quelque chose,
vraiment c'est de ma faute. C'est moi qui aurais provoqué ça. Et donc quand on rentre dans ce truc-là, je trouve qu'il y a une notion de pression un petit peu qui rentre en compte, qui n'est pas forcément évidente à gérer. Et surtout, on rentre aussi dans le vif du sujet sur le fonctionnement de l'hôpital, le fonctionnement en interne, parce que du coup on y est au quotidien, donc on est confronté du coup aux problématiques quotidiennes, quoi. Est-ce que toi, Caroline, tu trouves que du coup, Emma qui est arrivée là, en 2021, qui a un peu le coup de bourre en fait, année Covid, est-ce que toi tu dirais que c'était mieux avant l'hôpital? Moi, j'ai été diplômée urgentiste en 2019 et en 2019, les urgentistes étaient déjà en grève. Donc, je suis un peu comme Emma, je suis arrivée dans le bouillon. Mais ça s'est clairement aggravé après le Covid parce qu'on a eu la naïveté de croire que ça pourrait aller mieux, qu'il y aurait un avant et un après avec un après positif. Et en fait, on n'a fait que constater la fermeture des lits d'aval, donc les lits d'hospitalisation qu'il y a après les urgences. On n'a fait que constater l'aggravation de l'accès aux soins en médecine de ville, donc pour que ce soit le médecin traitant ou les spécialistes. Et forcément, quand ça va moins bien avant les urgences et que ça va moins bien après les urgences, c'est les urgences qui en pâtissent énormément. Donc les conditions de travail, en fait, elles se dégradent à vitesse grand V. Concrètement, sur le quotidien, qu'est-ce que c'est un fonctionnement dégradé des urgences, peut-être toi en tant que médecin et puis toi après en tant qu'infirmière? Là, en ce moment, c'est être affecté en même temps aux urgences et en même temps au SMUR. C'est-à-dire que SMUR? le SMUR, c'est le médecin dans la voiture qui part en intervention avec son équipe. Et donc, en ce moment, on est posté sur les 2 lignes, en intra-hospitalier et en extra-hospitalier, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Et c'est hier une petite fille qui a été prise en charge donc en dehors de l'hôpital, on va dire à domicile, pour une fracture de l'avant-bras. Et son bras, il était à l'équerre. C'est-à-dire que sans mentir, là, le bras, il était là, comme ça. Allez, Pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire le bras, il est plié 2 fois. Oui, voilà. Il y a un deuxième coude. Ok. Pour faire clair. Et donc, normalement, ça relève d'un engagement de SMUR, une prise en charge comme ça, pour prendre en charge et la douleur, et aussi il y a une urgence à réaligner le bras. C'est-à-dire que si le bras il est plié à un endroit où il ne doit pas être plié, on peut abîmer les nerfs, abîmer les artères, et on peut avoir une mauvaise récupération de la fonctionnalité du bras après. Et donc, ce jour-là, il y avait de l'activité aux urgences, donc le médecin a dû décider de ne pas partir. Donc, on lui impose de prendre la décision, je pars ou je pars pas. Il a décidé de ne pas partir puisqu'il y avait des patients à s'occuper aux urgences qui étaient visiblement plus graves et instables. Donc, c'est l'équipe paramédicalisée qui est partie, donc un ambulancier et un infirmier. Et donc, la petite fille a bénéficié d'une prise en charge juste de la douleur, mais on n'a pas remis son bras dans l'axe. Donc, il y a eu un retard de prise en charge et puis une souffrance énorme. Tant que le bras n'est pas dans le bon sens, même avec des médicaments contre la douleur, on a très mal. D'accord. Et ça, c'est des choses que tu vois au quotidien? Ça, c'est des choses que je vois au quotidien depuis quelques semaines. Ça s'est clairement aggravé, nous, depuis septembre. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un nouveau seuil. Parce que déjà, quand on s'était vu il y a 1 an, toi, tu racontais déjà qu'il y avait des situations, en plus, il y avait les fermetures d'urgence, et que tu avais déjà des situations qui étaient complètement ubuesques, notamment sur ce qui va être AVC, etc. Quand tu as des fermetures d'urgence, quand tu n'as pas assez de monde que tu peux prendre en charge. Complètement. Mais là, on a passé un cap et en fait, l'ancien ministre de la Santé a convoqué notre direction en entretien en disant il faut faire quelque chose pour l'ouverture des urgences de Laval. Et donc, la décision a été prise de favoriser les urgences au profit du SMUR. Sauf que le SMUR, c'est ce qui prend en charge les urgences à l'extérieur de l'hôpital et c'est souvent des urgences vitales. Donc, on a passé un cap, mais en termes d'affichage, il fallait faire quelque chose pour que ça soit mieux. Et en fait, les gens, ils savent pas trop ce que c'est que le SMUR. Et ça concerne moins de monde. Donc, si on peut afficher dans les médias que les urgences elles sont plus ouvertes, ça fait plaisir à nos politiques, au ministre, à l'ARS et compagnie. Parce que j'en profite du coup pour avancer un peu là-dessus, après je reviendrai vers toi Emma, mais c'est vrai qu'il y a la situation en fait aujourd'hui on a une situation du coup de manque de soignants, avec donc aussi des fermetures d'urgence. Ce qu'on voit moins à Paris, par ailleurs, des fermetures d'urgence, j'ai l'impression qu'on le voit un peu moins, peut-être tu me diras si ça arrive un peu plus. Mais du coup, parce que concrètement ça voulait dire quoi quand les urgences étaient fermées? Parce que moi j'ai eu des batailles avec, alors on a eu 8 ministres de la santé là depuis, donc Dariussec pour l'instant toujours pas rencontré, mais
avec notamment c'était François Braun, Aurélien Rousseau, qui est devenu d'ailleurs maintenant un élu de gauche. Voilà, très ravi. Et ensuite avec Valtou, sur le fait qu'aujourd'hui, les urgences ne sont pas fermées, c'est régulé. Alors, C'était quoi en concrètement fait, les effets que ça a? en fait, en fonction des départements, il y a des départements qui choisissent de donner un accès régulé aux urgences. C'est-à-dire que sur tout le département, pour accéder à son service d'urgence, il faut faire le 15 avant de se rendre. C'est ce qu'on appelle les urgences régulées. Parce que au lieu d'avoir 3 médecins, par exemple, pour bien fonctionner, ils sont que 2. Donc, ils sont en sous-effectif. Nous, ce qui se passe à Laval, et c'est pour ça qu'on avait employé le mot fermeture et que l'ARS nous a tapé sur les doigts, c'est que nous, à passer minuit, il n'y avait plus de médecins aux urgences, donc on a dit on est fermé. Mais comme on a une équipe SMUR, on avait dit s'il y a une urgence vitale qui se présente à la porte, si l'équipe SMUR n'est pas partie en intervention, le patient en urgence vitale sera pris en charge. Et si l'équipe est partie, ça sera le réa. Mais il n'y a pas de médecin aux urgences, en fait. Il n'y a pas de médecin urgentiste dans la case aux urgences. Et ce qui est un médecin, non, c'est le médecin du SMUR qui vient aux urgences. Donc, c'est pour ça qu'on a employé le mot fermé, mais ça a beaucoup déplu à nos politiques. Donc, on a été obligé d'employer le mot régulé, sauf que dans d'autres départements, les urgences régulées, ça veut dire autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un SMUR en moins, ou quand il y a des urgences qui ne fonctionnent pas, ou quand il y a une maternité qui est fermée, ou quand il y a un service de psychiatrie qui n'est pas en capacité d'accueillir les gens, la population en souffre. Soit il y a des morts, et c'est déjà arrivé, et on en a encore eu un la semaine dernière. C'est-à-dire de gens qui meurent. Des gens qui meurent parce qu'on a mis trop de temps à arriver, parce que le SMUR qui aurait dû être ouvert n'était pas ouvert, et c'est un SMUR plus loin qui est venu. Soit quelque chose de moins voyant, en fait, qui va moins faire sensation dans les médias, c'est une augmentation, en fait, de la morbimortalité. Bon, c'est un terme qui n'est pas très joli. On va plutôt dire que c'est l'espérance de vie en bonne santé qui va baisser. Voilà, ça c'est clair pour tout le monde, je pense. L'espérance de vie en bonne santé qui baisse, c'est le taux, chez les petits enfants, la mortalité infantile qui augmente. Donc ça, c'est des critères en fait d'aggravation de l'état de santé de notre système de santé. Et en fait, quand on voit que l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue, c'est qu'on est moins bien pris en charge, et on n'est pas forcément moins bien pris en charge qu'aux urgences. On est moins bien pris en charge tous les jours par la médecine de ville, par son médecin généraliste qu'on n'a pas. Comme je crois 10 millions de Français, comme le spécialiste qu'on met 1 an à avoir un rendez-vous. Voilà, et donc c'est tous ces marqueurs qui sont moins voyants qu'une canicule où il y a des milliers de morts un été. C'est des choses qui sont plus sournoises, et si on ne s'y intéresse pas de façon un peu approfondie, on peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres, on peut faire croire à la population que la problématique des urgences c'est que l'été, et on peut noyer le poisson. Et ça fait des années que les gouvernements successifs noient le poisson, et qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de courage politique, il n'y a pas de prise de décision intéressantes qui sont prises, il n'y a pas de plan santé avec un calendrier et des échéances fixes. À un moment donné, il faut nous dire, voilà, la démographie médicale, ça va être ça, donc il va y avoir tant d'années où ça va être difficile, il faut s'organiser. Donc on va mettre la priorité sur telle chose et on s'organise autrement. Mais au moins être transparent. Je vais y revenir un peu sur les solutions à proposer. Toi, Emma, du coup, en Ile-de-France ou à Paris, les urgences, elles ferment assez rarement, sauf erreur. C'est que tout va bien, ou parce qu'en même temps, quand on s'était rencontrés à l'époque, donc tu me disais que tu étais déjà une des plus anciennes du service. Comment ça se fait? Pourquoi les autres sont partis? Alors pour le coup, de toute façon, c'est quelque chose qui a toujours été un peu connu sur le turnover qu'on a de soignants aux urgences. C'est vrai que ça a toujours plus ou moins été un service où les soignants ne restent pas forcément toute leur carrière, parce que la pénibilité du travail au quotidien fait que c'est difficile d'y faire toute sa carrière. Donc ça a toujours été le cas. Après, les dernières années, en fait, ça s'est intensifié. Les départs sont quand même plus récurrents, enfin plus réguliers en tout cas. Mais les personnes restent moins, en vrai dans tous les services de manière générale, mais du coup, les services d'urgence peut-être un petit peu plus comparé à d'autres. Et dans les faits, du coup, moi quand j'ai pris mon poste, mon premier poste du coup aux urgences de Saint-Louis, je suis arrivée, il y avait une équipe de soignants qui était très soudée, et ils étaient tous extrêmement motivés, avec une vraie envie d'amélioration,
de faire les choses correctement, etc. Donc, je suis arrivée dans un contexte de travail qui était quand même relativement bienveillant aussi, où du coup, pour commencer à travailler, c'est quand même assez chouette. Et donc, on est quand même aussi formés entre nous, parce que même quand on a notre diplôme, on ne sait pas tout, loin de là. Et du coup, on s'auto-forme aussi les uns les autres. Et donc ces collègues-là, qui avaient du coup une expérience, une expertise, de par le fait qu'ils étaient diplômés depuis plus longtemps, sont partis un petit peu les uns à la suite des autres. Et ça a coïncidé aussi également avec plusieurs congés maternité de collègues infirmières. Et du coup, il y a eu une période où j'étais une des plus anciennes, alors que ça faisait 3-4 mois que j'étais en poste. Et en même temps, vous étiez en grève au moment, c'était donc 2022, été 2022, juste après les législatives. Et alors, pourquoi cette grève? Pourquoi cette grève? Parce qu'on avait un vrai problème de gestion au quotidien des patients aux urgences, où on avait une grande stagnation en fait des patients, et c'est quelque chose qui ne peut pas marcher pour un service d'urgence, parce qu'un service d'urgence par essence est fait pour accueillir de l'aigu, et donc les personnes ne sont pas censées rester parce qu'on n'est pas en capacité de les garder. Donc maintenant on a ce qu'on appelle un service d'hospitalisation des urgences qui existe. Alors je sais pas comment c'est à Laval, s'il y a ça aussi. Oui, l'UHTD. Voilà, c'est ça. Et donc en fait c'est des lits pour les patients des urgences, où du coup c'est nous, soignants d'urgence, qui gérons cette salle-là, qui ressemble plus ou moins à un service classique, sauf que les patients sont censés être un peu juste en transit, ou dans l'attente en fait, soit d'une place d'hospitalisation dans un autre service, soit qu'ils rentrent chez eux si jamais on estime que leur état de santé le permet. Et sauf que on est même limité sur ce nombre de places-là, c'est-à-dire qu'on est limité en nombre de soignants, donc on ne peut pas avoir un nombre de places à l'infini, enfin on ne peut pas pousser les murs. Donc voilà, du coup, ce qui est très problématique pour moi dans les services d'urgence depuis quelques temps déjà, c'est les places d'hospitalisation qu'on a derrière, où en fait les patients restent beaucoup plus que ce qu'ils ne devraient aux urgences. Et nous, en étant des soignants du coup qui gérons l'aigu, on ne peut pas gérer à la fois de l'aigu, des problèmes aigus et des problèmes sur du long terme, parce que ça fait trop en fait en termes de gestion de travail. On n'a pas assez de temps, on n'est pas assez pour pouvoir gérer ça. Et puis vous êtes peut-être pas, moi je m'y connais moins que vous forcément, mais peut-être pas spécialiste. Enfin, quand t'as quelqu'un qui arrive aux urgences, toi t'es censé l'envoyer dans le service. Du coup, le service par exemple, je dis une bêtise, mais cardio c'est peut-être pas le bon exemple, mais tu dois l'envoyer dans un autre service, on te dit non, je ne peux pas l'accueillir. Et du coup, vous, urgentiste, vous devez donc une hospitalisation Exactement. dans une salle. Mais d'ailleurs, c'est quoi cette salle? Parce que vous n'avez pas grand Couloir. mur. Oui, c'est ça, mais en fait, souvent, Dans les couloirs. c'est souvent, malheureusement, oui, c'est le couloir. Alors après, ça dépend aussi des structures, elles sont toutes faites différemment. Et il y a certaines urgences qui ont quand même suffisamment de place dans des lits pour éviter que les patients soient dans les couloirs. Mais de manière générale, les places sont tout le temps remplies. Ces lits-là sont tout le temps remplis. Et on a en plus des patients qui stagnent dans les couloirs. Du coup, ce qui fait une sorte de bouchon aussi, parce que du coup, toutes les autres personnes qui continuent d'arriver aux urgences, en fait, on les met où? Ça nous arrive d'être à court de brancard. Ouais. Et là, tu fais quoi quand t'es à court de brancard? Tu les laisses dans un SMUR, dans une ambulance? Donc là, tu fais stagner une ambulance. En plus, c'était l'image qu'on a vue à Bordeaux, je crois, où tu avais une file de camions de pompiers qui, en fait, gardaient les gens parce qu'ils ne pouvaient pas les mettre... ils ne savaient pas où les mettre ailleurs, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on a des hospitalisations dans des couloirs. Mais du coup, ça, à vous deux, je pose la question, parce que moi, quand il y a le ministre, notamment Frédéric Valletoux à l'époque, disait que oui, ça pouvait arriver de mourir dans les couloirs des hôpitaux, notamment parce qu'il y avait trop de monde en stock et que du coup, enfin, c'est moche de parler comme ça, mais c'est un peu comme ça que c'est évoqué, et que du coup, c'était de la faute de ceux qui venaient pour rien aux urgences. Non, parce que ceux qui viennent pour rien n'attendent pas de lit. Ils ne restent pas du coup. Non, puisqu'ils viennent pour rien. Et que là, le sujet dont vous parlez, c'est des gens qui sont clairement hospitalisés faute d'avoir des places dans... Qui ne peuvent pas rentrer chez eux par définition, puisqu'ils ont besoin d'un lit d'hospitalisation. Ça, c'est le blabla qu'on sert au grand public qui ne connaît rien, et on a essayé de faire croire depuis des années, et j'ai trouvé que François Braun a été champion du monde pour ça, de faire croire aux gens que les urgences étaient débordées à cause de la bobologie. Les hypochondriaques.
ou les hypochondriaques ou la bobologie, c'est-à-dire que tu t'es fait une petite entorse du doigt, tu viens aux urgences, c'est pas grave. Mais en fait, on a un circuit dédié pour la bobologie. Donc, la bobologie, c'est un peu péjoratif parce que quand on a une petite plaie ou une entorse de cheville et qu'on n'arrive pas trop à marcher, effectivement, c'est pas de l'urgence vitale, mais ça fait mal. On a quand même besoin d'être pris en charge. Mais nous, on a une filière dédiée. Et, enfin, nous, les urgences, les urgentistes, pas nous à Laval. Et au pire, si ça va pas bien ce jour-là et que tu attends 12 heures pour ton entorse de cheville, c'est dommage, c'est malheureux, c'est fâcheux. Mais c'est pas non plus très grave parce qu'il n'y aura pas de pronostic fonctionnel derrière, il n'y aura pas d'autres conséquences que tu as perdu ton temps et que tu as eu mal pendant ce temps-là. Et encore, l'infirmière d'accueil, souvent, elle donne des antalgiques, des médicaments pour la douleur en attendant d'être pris en charge. Ces gens-là n'encombrent pas les hôpitaux puisqu'ils rentrent chez eux après. Et quel effet ça a fait quand on est soignant et qu'on se retrouve, il faut avoir l'image en tête, mais du coup avec des brancards partout, et du coup tu sais pas trop vous savez où te donner de la tête, quel effet ça provoque sur... Est-ce que déjà quand vous arrivez, vous prenez votre service, quand il y a un roulement, est-ce que vous le prenez le matin, est-ce que les urgences de la nuit sont vidées ou est-ce que... Non. Moi, l'autre fois, j'ai ma collègue, elle a pleuré, elle avait 17 transmissions. Donc ça veut dire... Ça veut dire qu'on lui a transmis 17 patients de la nuit, du soir, de la veille. Et elle avait une page recto-verso de noms de gens, alors que normalement, on te transmet ceux qui sont arrivés à 3-4 heures du matin, où tu n'as pas tous les résultats de la biologie, où tu n'as pas encore eu le scanner, mais pas les gens depuis la veille. Et elle en avait les larmes aux yeux, et c'est régulier. Et ça veut dire que ces gens-là, ils ont dormi sur un brancard, ça veut dire qu'on leur a fait la toilette dans le couloir, s'ils ont eu une toilette, ça veut dire qu'ils ont uriné derrière un paravent dans le couloir, ça veut dire qu'on les a traités moins bien que des animaux. Toi, Emma, tu vois ça aussi? Ah oui, bien sûr. Quotidiennement, de toute façon, ça c'est vraiment très typique aux urgences. C'est avoir une prise en charge en mode dégradé, en fait, des personnes, parce que on ne peut pas faire autrement et c'est extrêmement souffrant, je trouve, en tant que soignant, parce que ça va à l'encontre de nos valeurs, des valeurs qu'on a, nous, en tant qu'individus, et du coup, de par notre métier, où on veut prendre soin des gens, on veut essayer de faire les choses au mieux pour eux, et du coup, on est dans l'incapacité, véritablement, de le faire. Et c'est extrêmement souffrant. Et voilà, que ta collègue était en larmes. En fait, moi, ça, c'est quelque chose que je vois au quotidien aussi. Des collègues en larmes, c'est tout le temps. C'est tout le temps, et quand c'est pas nous-mêmes, d'ailleurs. On est souvent confrontés à cette frustration, à cette colère de ne pas pouvoir faire comme on a envie et comme on aimerait, comme on souhaiterait. Et parce qu'en fait, on sait qu'en face de nous, on a des personnes, et que ces personnes-là, ça pourrait tout à fait être nos amis, notre famille, et on n'aimerait pas qu'ils soient pris en charge comme ça, parce que c'est pas correct, parce qu'on est entre êtres humains. Comme tu as dit, on n'est pas des animaux, en fait. Et on se retrouve à traiter les gens d'une manière qui est inhumaine, véritablement. Et c'est très souffrant dans le quotidien, pour le coup. Et en fait, aujourd'hui, comme presque tous les jours, on reçoit un mail pour dire il y a une tension des lits. Merci de faire sortir au plus vite les patients de vos services. Donc moi, je le reçois, mais il n'est pas pour moi, il est pour les gens des étages. Ce qui fait que les médecins qui sont conscients de la difficulté qu'il y a aux urgences avec le nombre de patients qui s'accumulent font sortir des patients, et des fois, ils les font sortir un peu plus vite que ce qu'il faudrait. Et ces patients, ils rentrent chez eux, ça se passe pas bien, et ils reviennent aux urgences. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'en fait, on manque de lits d'hospitalisation. On a fermé des centaines de lits depuis des années. Et dans le médico-social, on manque de lits. On manque aussi d'aide à domicile pour maintenir les gens aussi à leur domicile dans des conditions sécurisées. Donc, en fait, on n'y arrive plus. Aujourd'hui, une des raisons de ce manque de lits, c'est vrai que pendant des années, c'était des choix économiques de dire on va supprimer des lits pour faire ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Et donc, c'est ce dont tu parles. C'est-à-dire qu'on dit les gens vont être hospitalisés plutôt chez eux. C'est-à-dire on va leur faire une opération. En fait, on est passé, il y a un chercheur qui dit c'est un médecin, qui dit, Stéphane Velut, qui dit qu'on est passé d'un hôpital de stock à un hôpital de flux. C'est-à-dire qu'avant, tu gardais les gens à l'hôpital. Maintenant, ça passe et en gros, tu les renvoies vite chez eux. Et du coup, en plus d'ailleurs, maintenant, vu que tu le dis, il n'y a plus trop d'aide à domicile pour faire ces métiers, donc c'est-à-dire que les gens, il y a moins de gens pour s'occuper d'eux. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment qu'on n'est plus dans des fermetures de lits du fait de restructuration hospitalière, mais plutôt parce qu'en fait, vu qu'il n'y a plus de soignants, vu qu'on manque de soignants, on est passé de
7500 postes vacants d'infirmiers à 60 000 entre 2021 et 2023, je crois. Mais du coup, on a l'impression que c'est du fait du manque de soignants. Et les soignants, en fait, ils partent où? En fait, les soignants, ils arrêtent d'être soignants. Parce que quand tu es une infirmière de début de carrière et que tu gagnes 1,2 fois le SMIC, bah, C'est pas que des questions salariales. non, mais ça joue parce que tu travailles quand même un week-end sur 2. Donc, un week-end sur 2, t'es pas avec ta famille. Si jamais tu es séparé, ça veut dire qu'un week-end sur 2, soit tu as tes enfants, soit tu travailles. Et si jamais ça tombe pas bien parce que tu fais un week-end sur 3, eh ben, ça veut dire que tu payes une blinde en nounou. Donc, la question financière, elle est quand même très importante parce qu'on nous a bassiné avec le Ségur de la santé, avec les infirmières de fin de carrière. Mais les infirmières de fin de carrière, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Elles ont arrêté elles ou ils ont arrêté de bosser avant. Et donc, les conditions de travail, en fait, les conditions de travail où il y a de moins en moins de gens, on te demande de faire plus avec moi. Et tu t'épuises à la tâche et à un moment donné, tu sais que tu es maltraitant dans ta façon de faire. Que en plus, tu rentres chez toi, t'es pas bien, on a gros sur la patate. Que tu travailles soit la nuit, soit les week-ends à Noël, que t'es pas tout le temps là pour tes enfants. Et donc, tu te dis, mais à quoi bon? En plus, je gagne même pas plein de sous pour pouvoir partir en vacances là où je veux, quand je veux. Parce qu'en plus, on t'empêche de poser tes congés quand tu as envie. Donc, tu te dis, mais il est où le bénéfice à être soignant? Et c'est terrible parce qu'on essaie de faire porter la culpabilité toujours aux soignants, de scinder les soignants contre les patients contre les soignants. Mais la responsabilité, c'est le gouvernement qui doit la porter. Et le virage ambulatoire, c'était une très bonne idée parce que c'est mieux pour la santé des gens d'être remis debout plus vite après une intervention. Mais il aurait fallu transformer ces lits en lits polyvalents et pas oublier qu'il y avait un baby-boom à gérer avec des gens qui allaient vieillir. Juste, je vais y revenir, mais juste sur la question du coup des soignants, des collègues, toi, où est-ce qu'ils partent? Parce qu'en fait, il y a cette question-là où Olivier Véran, je me rappelle, en 2021, disait on va aller récupérer les soignants qui sont partis. Mais ils sont partis où? J'ai une copine, elle est assistante maternelle. D'accord. Et toi, tu as des collègues aussi, Emma, qui partent faire toute Ouais, autre chose c'est assez variable. En réalité, il y en a qui partent, qui se spécialisent Ouais. et qui du coup font le métier autrement. Donc, c'est-à-dire souvent plus à l'hôpital. Donc, que ce soit du coup en libéral ou dans des structures autres que hospitalières, où du coup, en fait, la pression en termes de quotidien de travail n'est pas la même, ou alors c'est des réorientations totales. Donc, Ça existe, des ils gens qui arrêtent. viennent faire des pizzas. J'ai bien sûr une autre copine compta, et il y en a même qui préfèrent aller travailler à l'usine. D'accord. Les aides-soignants. Ok, ça, tu le vois aussi, toi, Emma, des gens qui partent faire un autre boulot. Ah oui, complètement. Mais c'est quelque chose de récurrent. En fait, quand on arrive à un point de désillusion totale, d'épuisement total, moi, je sais que pour le coup, peu de temps après qu'on se soit rencontrés, donc après la grève, qui n'a absolument rien donné, par ailleurs, je suis arrivée à un point d'épuisement professionnel et j'ai été en arrêt pendant 3 mois. Et suite à ça, je suis partie de mon service. Mais mon départ a été assez compliqué aussi. En fait, ils sont tellement en manque qu'ils ne voulaient pas que je parte. Et du coup, on se retrouve encore dans ce truc de... En fait, c'est très culpabilisant, comme tu disais, où on nous fait comprendre qu'en fait, c'est de notre ressort, tout ça, que c'est de notre faute si les choses sont dans cet état-là, que c'est notre responsabilité en tant que soignant, comment les choses se déroulent dans le quotidien à l'hôpital. Et c'est absolument terrible parce que du coup, voilà, tu rentres le soir et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en même temps, à côté de ça, comme tu l'as très bien exprimé, on a cette sensation aussi de passer tellement de temps, de donner tellement de temps, d'énergie à l'hôpital, parce qu'on y passe beaucoup de temps de manière générale. Comme tu disais, on travaille un week-end sur 2. Moi, j'avais plus de vie. Je faisais rien à part travailler à l'hôpital. Et en fait, j'étais incapable de faire autre chose parce que ça me demandait trop d'énergie aussi. Et en fait, c'est le cas d'énormément de soignants parce que... Et du coup, pour revenir sur ce côté mal payé, en fait, pour moi, tout est un petit peu lié. Et on fait pas ce métier par motivation salariale. Enfin, clairement, absolument pas. Mais nous vivons quand même dans une époque où, clairement, économiquement, on a vu mieux.
quand on vit seul ou quand on a des enfants à charge. Enfin, en fait, on a des charges à payer tous les mois et en fait, un salaire tel qu'on a nous aujourd'hui, bah, ça te permet pas en fait d'avoir cette sérénité aussi dans le quotidien. Et donc, en fait, tu as l'impression d'avoir toujours la tête pleine par 10 milliards de choses. Elle est déjà pleine par ton travail, par le quotidien dans ton travail. Et en fait, tu rentres chez toi et tu as encore aussi à te dire, ah oui, mais en fait, oui, là, ce mois-ci, j'ai quand même déjà dépassé mon budget. Ah oui, bah du coup, je vais pas pouvoir partir en vacances. Et puis, ah oui, d'ailleurs, mais en fait, mes vacances, elles ont toujours pas été validées. Ça fait 1 mois que j'ai demandé mes vacances. Je sais même pas si je vais pouvoir partir en vacances. Ah, et puis oui, ça y est, d'ailleurs, ils nous demandent si on veut travailler le jour de Noël ou le jour de l'an. Et puis vous êtes rappelé aussi sur les congés peut-être? Et on est rappelé sur les congés. Et puis en fait, on vient travailler, puis on est censé finir à telle heure. Et puis on nous dit, ah ben non, mais il y a machin qui est en arrêt, parce que fatigue, parce que maladie, parce que sais-je. Et en fait, là, du coup, on nous dit, bah, est-ce que tu peux rester? Et comme tu sais très bien que les collègues sont aussi épuisés comme toi et que tu n'as pas envie de laisser les collègues dans une mouise, si je puis dire, et qu'à côté de ça, il y a aussi tes patients que tu veux pas laisser parce que tu as une certaine conscience professionnelle. Et donc, bah, tu dis oui. Mais tu dis oui 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis d'ailleurs, les heures sup régulièrement ne sont pas payées. Donc, tu dois réclamer après auprès de l'institution quelque chose qui t'est dû. Et en même temps, tu essaies de t'adresser du coup à la personne qui est la plus proche de toi en termes de gestion de ce genre de choses. Et puis en fait, la personne en question ne sait pas gérer ça non plus. Et du coup, tu as l'impression d'avoir énormément de mal aussi à remonter le fil et à trouver le bon interlocuteur à chaque fois. Et l'institution est dysfonctionnelle, quoi. Là, on va passer un peu sur une partie sur ce qu'il faudrait faire. Déjà, l'an dernier, les hôpitaux disaient la Fédération hospitalière de France disait qu'il manquait à peu près, des fois ça variait, mais grosso modo au moins 1 milliard d'euros pour payer ne serait-ce que la hausse des salaires, pour la hausse du point d'indice des fonctionnaires et l'énergie. Vraisemblablement, il va manquer encore un peu d'argent cette année avec un ONDAM. C'est un peu compliqué, mais c'est l'objectif des dépenses qui va être plus bas que ce qui normalement devrait être. En gros, tous les ans, on dit on va dépenser tant, mais à chaque fois, c'est en dessous que ce que l'on devrait dépenser pour de vrai. Donc une situation qui ne semble pas, en tout cas à l'échelle gouvernementale, vraiment s'améliorer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, je sais pas moi, enfin, même si c'est pas forcément à l'échelle macro et se dire on va tout changer, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Enfin, vous, quelles seraient les mesures qu'un gouvernement devrait prendre pour essayer de donner au moins des signaux aux soignants et de leur dire soit de revenir, rester, qu'est-ce qu'il faudrait changer à l'hôpital? Bah, déjà, il faudrait qu'ils aient envie que ça change, parce qu'en fait, l'envie n'est pas là. Donc, ça sert à rien d'élaborer des plans quand au plus haut, on n'a pas envie. Donc, il y a une volonté à peine dissimulée de faire couler le système de santé. Enfin, moi, j'en suis convaincue. J'ai eu du mal à l'accepter, mais je n'ai fait que constater des choses qui allaient dans ce sens-là. Il n'y a pas de volonté politique de sauver le système de santé. Donc, une fois que tu as dit ça, il n'y a plus rien d'autre à dire, quoi. Bon, mais admettons qu'on changeait de gouvernement, si on changeait de gouvernement. Bah, il faudrait, ce que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, bah déjà un peu voir beaucoup de courage politique pour mettre en place un calendrier avec des échéances et puis pas avoir peur d'assumer les difficultés qu'il va y avoir, alors qu'on est plutôt dans un mode de fonctionnement où il faut toujours dire que tout va bien parce que sinon ça nuit à l'attractivité. Enfin, moi j'en ai fait payer les pots cassés, hein. J'ai été démise de mes fonctions de chef de service parce que, à trop dire la vérité, je nuisais à l'attractivité du territoire. Enfin, Même moi, en tant que député, je me fais engueuler tous les 4 matins par les ARS, etc., en disant que du coup, le fait de dénoncer ce qui se passe à l'hôpital fait que je fais fuir les soignants. Non, pas du tout. En fait, nous, soignants, on aime qu'on nous considère et qu'on nous respecte. Et nous respecter, c'est accepter de dire qu'il y a des difficultés. Donc déjà, on ne peut pas traiter un problème qui n'existe pas. Donc déjà, c'est un gouvernement qui aurait l'honnêteté de dire tout ça, ça ne va pas. Et sur la liste de tout ça qui ne va pas, actuellement, on a les moyens de traiter que 1 ou 2 points. Déjà, rien que de dire on n'a pas les moyens de faire mieux, ou alors on n'a pas envie de mettre les moyens, mais en tout cas que ce soit assumé, clair, transparent. Et puis, évidemment, il faudrait remettre de l'argent, mais dans les fonctionnements, moi je pense qu'il faudrait des ratios soignants-patients pour qu'on retrouve, on remette de l'humanité dans le soin, pour que chaque soignant ait à sa charge un nombre de patients limité. C'est ce qui se fait dans les services de réanimation ou de soins intensifs, et ça ne se fait pas dans les services. Un ratio. Le ratio, je pense que c'est fondamental pour donner de l'envie, pour faire revenir les soignants, et de redonner du plaisir aussi. Et puis,
rentrer dans un cercle un peu plus vertueux, quoi. Et ça, je pense que c'est la base. Et puis, si on fait revenir des soignants, on arrivera à réouvrir des lits. Et puis, ça pourra commencer à aller mieux. Et puis, je pense qu'il faut valoriser les nouvelles professions comme infirmier en pratique avancée. Il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait de débat là-dessus. Mais je pense qu'il faut arrêter de cacher la poussière sous le tapis. Enfin, nous, les soignants, on n'a plus envie de ça. On a envie qu'on nous dise la vérité et qu'on nous dise quel est le projet. Parce qu'il y a une perte de confiance qui est totale dans le gouvernement, dans les gouvernements successifs. Et toi, Emma? Je te rejoins complètement sur tout ce que tu as dit. Absolument. Et du coup, je veux rebondir sur ce que tu disais par rapport au ratio patients et soignants. J'ai travaillé dans un autre service, là, un service de médecine interne, qui est de manière générale un service très lourd aussi, puisque du coup c'est vraiment le service d'aval des urgences, où du coup c'est beaucoup de pathologies très différentes, des patients assez lourds. J'avais 16 patients à moi toute seule, ce qui est... Une infirmière, 16 patients. C'est énorme. C'est pas possible. Comment tu fais pour... Tu fais pas. En fait, tu priorises. Et du coup ça veut dire que telle patiente qui a besoin que je la rassure parce qu'elle est angoissée, parce que oui, l'hôpital aussi c'est angoissant. En fait, on est dans un endroit qui n'est pas chez nous. Nous en tant que soignants, on ne vit pas les choses comme ça puisque c'est notre quotidien de travailler là-bas, mais pour un patient qui arrive dans un endroit qui lui est inconnu, c'est une source d'angoisse énorme. Et du coup, on priorise parce qu'on est incapable de faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire aussi juste tenir la main d'un patient qui est angoissé ou passer du temps à juste discuter parce que c'est ça aussi le soin, c'est pas que faire des gestes, c'est aussi passer du temps à juste parler avec quelqu'un parce que le soin relationnel, c'est aussi l'essence même de notre métier et on n'a absolument pas le temps de faire ça parce qu'on court partout et on court partout aussi parce que on n'a pas les médicaments qu'il faut, parce qu'il y a des ruptures aussi, parce que les pharmacies qu'on a à disposition dans un service n'ont pas tous les médicaments dont on a besoin, donc on doit les commander. Mais en pharmacie, c'est pareil, ils sont en sous-effectif. Du coup, ils ne sont pas dans la capacité de nous donner tout au moment où on en a besoin. Puis il faut aussi aller chercher les choses. Et qui va les chercher? C'est nous. Mais on peut pas, à un moment, on ne peut pas se dédoubler, on ne peut pas être partout en même temps. Et c'est ça qui est dérangeant. Et du coup, je rebondis à nouveau sur ce que tu as dit par rapport au fait qu'on ne se sent pas écouté. Parce qu'on a cette sensation qu'en fait, on n'arrête pas de dire ça ne fonctionne pas, il y a un dysfonctionnement sur telle chose. Et voilà, et on met sous le tapis. Et non, mais tout va bien. Tout va bien, vous inquiétez pas, continuez, faites ce que vous avez à faire et nous, on s'occupe du reste. Mais en fait, il y a rien qui est géré. Il n'y a absolument rien qui est géré et on a l'impression de ne pas être entendu et du coup, pas respecté aussi dans ce qu'on fait. Alors que par essence, en fait, la santé, c'est quand même essentiel pour tout le monde et c'est essentiel à notre humanité aussi. J'ai du coup une dernière question avant de passer à un petit jeu de questions-réponses. Sur le lien patient-soignant, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup des personnes qui ont pu perdre un proche dans les urgences et il y a des enquêtes, mais vraisemblablement en tout cas des indices pourraient prêter à croire que c'est du fait d'une carence dans la prise en charge. Ce dont tu as parlé d'ailleurs un peu Caroline tout à l'heure. Mais j'ai vu avec une crainte, et Caroline tu l'as bien dit aussi, c'est que du coup aujourd'hui on a des soignants qui ont un peu plus de difficultés avec les patients en disant en fait ils sont déjà sous pression, il y en a d'autres qui arrivent, qui leur râlent dessus, qui leur crient dessus et des fois c'est même plus grave, et on a aussi des patients de l'autre côté qui disent ah mais les soignants ils s'occupent pas de moi quand je vais à l'hôpital, et j'ai l'impression de voir émerger devant moi une sorte de tension qui existe entre soignants et patients qui va être de plus en plus forte, alors qu'en fait les seuls responsables de cette affaire là c'est ceux qui donnent pas les moyens aux soignants, donc c'est le gouvernement. Alors du coup la question que je vous pose, c'est à la fin de ce podcast, nous on se dit toujours mais qu'est-ce qu'il faut que les gens qui écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent faire à la sortie de ce podcast? Se plaindre, mais je pense que les manifs et les grèves, c'est démodé. Ok. Ouais, parce que quand tu vois qu'à Nantes, c'est quand même une grosse agglomération, ils étaient juste à peine quelques centaines. Alors à Carré, ils étaient... Redon, ouais, à Carré, Ouais, mais les Bretons, ils sont violents.
Ils ont raison. Mais je pense que c'est démodé parce que, en fait, la presse va dire oui, voilà, à Carré, il y avait tant de personnes. On va montrer une photo avec des fumigènes et puis on va essayer un peu de décrédibiliser les gens qui vont Après, qu'est-ce parler. qu'il faut faire? Ce qu'il faut, c'est parler soi-même directement. C'est-à-dire qu'il faut envahir les réseaux sociaux de témoignages. Et il faut partager tout ce que les gens tous les gens qui se battent pour la santé publique. Et en fait, il faut envahir les réseaux sociaux de situations qui concernent la santé. Et les témoignages, je pense qu'il faut être conscient que diviser pour mieux régner, ça s'applique dans la santé. Et donc, il faut surtout être attentif à pas monter les soignants contre les patients. Que s'il y a une carence dans une prise en charge qui aboutit à un décès, c'est pas la faute du soignant, c'est la faute du système. Et qu'il ne faut pas stigmatiser un hôpital ou un service, mais élever un peu le débat. Pour moi, la solution, c'est vraiment rendre public ce qu'on est en train de mettre, essayer de cacher. En fait, souvent, on se rend compte que ce qui ne passe pas aux journaux nationaux, les gens les gens connaissent pas ce qui se passe dans la région d'à côté. Donc, nous, on est proche de la Bretagne, donc on va savoir ce qui se passe en Bretagne. Mais on va se cantonner à ce qui se passe en Pays de la Loire quand on est en Mayenne. Et encore, on va pas sortir des frontières de la Mayenne. Et toi, Emma, du coup, qu'est-ce que tu veux dire aux gens là, qui écoutent? Enfin, qu'est-ce qu'ils devraient faire là, à la sortie C'est difficile. Je peux pas parler pour les autres. Dans tous les cas, moi, le seul truc, c'est juste faut se sentir concerné par ce qui se passe. Et en parler autour de soi, parce que c'est toujours ça qui est important. C'est pas perdre le lien qu'on a entre individus et essayer de faire corps ensemble, parce que on est tous un jour concernés par la santé. Un moment ou un autre de notre vie, que ce soit nous-mêmes ou les personnes qui nous sont proches, on est toujours concernés. Et la santé, c'est essentiel, et donc faut pas perdre ça de vue. Et c'est très révélateur aussi de notre fonctionnement en tant que société, en fait, l'état de la santé actuelle. On essaie d'oublier, et en fait, on se sépare de plus en plus, et on n'arrive plus à faire de lien, on n'arrive plus à faire un lien entre êtres humains, et c'est ça que je trouve triste. Donc c'est, juste essayer de faire du lien au maximum, essayer de rester entre nous, de continuer à parler, de dire les choses, de pas les cacher. Et vraiment, en parler autour de soi, déjà, c'est beaucoup. Merci Emma, merci Caroline. Je vais passer à une petite phase de questions-réponses. L'idée, c'est de faire des réponses courtes, si ça vous va. D'autant plus que comme ça, j'éviterai de te faire rater ton train, Caroline, au passage. À toi qui dois rentrer à Laval. Alors, première question en tac au tac. Si l'hôpital... C'est chacun votre tour, pardon. Si l'hôpital était un patient, quel serait son diagnostic? Pronostic vital engagé. Emma? J'aurais pas dit mieux. J'ai tendance à comparer l'hôpital public comme le naufrage du Titanic. Je trouve que c'est assez parlant aussi. Ok, c'est qui le violoniste? C'est nous. C'est le gouvernement, mais c'est du pipeau en fait. Voilà, oui, c'est pas ça. du violon. Plutôt. Votre meilleure astuce pour rester zen quand tout va mal aux urgences? On fait des conseils bien-être aussi. Ouais, moi, c'est pas très glorieux, mais je regarde la pendule et je compte le nombre d'heures qui me reste avant de rentrer chez moi. Ok. Je me revanche à ça. Moi, j'essaye de trouver du réconfort dans mes collègues en général. Je vais aller les voir et leur dire bon, là, on s'en sort pas, là, c'est horrible. Après, quand c'est des collègues à qui je m'entends très bien, on finit par en rire. Voilà, en vrai, le rire, c'est toujours un bon défouloir. Donc, plutôt Sibeth Ndiaye qui n'arrive pas à mettre un masque, ou Olivier Véran qui dit que ça sert à rien? Ni l'un ni l'autre. Les stéréotypes le plus absurde qu'on vous ait sorti sur les soignantes? Les soignanteux. En l'occurrence, c'est ce qui est écrit sur ma fiche. Qu'on n'a pas de culotte. Qu'on n'a pas de culotte. Ok, d'accord. Qu'on est des héros. Ok. Ça, je trouve que c'est un stéréotype absurde. Ouais, complètement. Il n'y a rien d'héroïque dans ce qu'on fait. En fait, c'est un travail, quoi. Si vous deviez écrire un guide de survie à l'hôpital, ce serait quoi le titre? Comment déprimer en 10 leçons. Comment faire plus avec moi? Ok. Un moment où vous avez dû improviser avec les moyens du bord, genre MacGyver en blouse blanche? Ça c'est facile. Pendant le Covid, c'était un peu mon quotidien.
J'ai fait fabriquer de la solution hydroalcoolique par des potes pharmaciens pour pas qu'on soit en rupture. C'est pas mal. En vrai, je pense que je vais prendre l'exemple du Covid aussi, parce que c'était assez intense à ce moment-là, le côté MacGyver. Et du coup, on prenait des sacs poubelles pour... Toi, t'as connu l'époque, Ouais. les sacs. Ouais. Ouais. Ok. Et c'était très étrange. Ok. Il disait quoi, les patients, quand ils doivent arriver avec un sac poubelle? Ils n'étaient pas trop en état de dire quoi que ce soit, je pense. Bon, oui, c'est question de quelqu'un qui n'est pas soignant. Pour une nuit de garde, vous êtes plutôt fin de garde ou une nuit au boulot, vous êtes plutôt Red Bull, café ou tisane? Café. Thé et chocolat. D'accord. Mais pas chocolat chaud, chocolat. Ok, je sais pas pourquoi, mais c'était Red Bull. Quelqu'un ici doit avoir des parts dans la société. Votre meilleur talent caché pour développer, pour gérer une crise à l'hôpital? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous faites quand il y a une grosse crise pour régler un peu le problème, quoi? Moi, quand ça va pas, je fais des câlins aux gens. Ok. C'est très mignon. Toi, Moi, j'ai tendance à passer beaucoup de temps à écouter les autres et puis et à gueuler aussi. Votre exutoire en dehors de l'hôpital? Mes enfants, le sport, et puis j'écris un livre. Chez Fakir Édition, j'espère. Non, au seuil. Ah, ok, très bien. Moi, c'est la musique. Ok, tu joues? Oui, et j'ai un groupe avec des anciens collègues de l'hôpital aussi. Ok, trop bien. Pareil, ça fait lien. Et vous vous appelez comment? On s'appelle B4Bis, Ok, en référence en fait, au logiciel qui est utilisé dans les hôpitaux publics qui s'appelle Orbis. ok, d'accord. Voilà. Trop On est drôle. très très drôle. Ok. Et enfin, un peu musique, du coup, il y a un rappeur que j'aime bien qui s'appelle Dean Burbigo, je sais pas si vous connaissez, peut-être pas, qui parle de serment d'Hippocrate ou de sermon d'Hippocrate. Le gouvernement, c'est plutôt serment d'Hippocrate ou sermon d'Hippocrate? J'aurais pu se dire sermon d'hypocrite, personnellement. Hypocrite. Merci beaucoup, Emma. Merci, Caroline. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode consacré à la crise des urgences. Pour celles et ceux qui nous regardent, pensez à vous abonner. Pensez à vous abonner à Fakir tout court, au journal, pour le recevoir chez vous. Ça fera très plaisir au rédac-chef Cyril Pocréo. Et puis, ça nous permet accessoirement de faire tout ce que l'on fait là. Et puis, il y a toujours des articles de grande qualité. Abonnez-vous donc sur YouTube, sur les plateformes vidéo ou audio. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et puis prenez soin des autres au maximum.